Savez-vous ce qu'est la nomophobie? C'est la peur de se séparer de son smartphone. En moyenne, nous le regardons 221 fois par jour, 1500 fois par semaine, 80% avouent l'utiliser lors de repas de famille et avec des amis. Selon un sondage réalisé par Odoxa en 2022, 37% des Français reconnaissent une dépendance au smartphone, 8% s'estimant même totalement dépendants. En moyenne, un Français passe 20 heures par semaine devant un écran dans le cadre de son activité professionnelle et 36 heures pendant son temps libre. Une majeure partie de ce temps est consacrée aux films, séries et programmes télévisés et aux réseaux sociaux. Nous passons en moyenne 1h28 par jour et par personne sur Internet et 3h42 devant la télévision. Rendez-vous compte que les 1 à 6 ans passent 4h37 sur Internet en moyenne contre 2h10 en 2012. Certaines personnes passent des heures devant des jeux vidéo et semblent développer de réelles addictions de gamers, alors que des spécialistes pensent plutôt qu'un temps très excessif passé devant un jeu serait davantage le symptôme de problèmes vécus par ailleurs qu'une réelle addiction ou dépendance. Alors, l'addiction aux écrans existe-t-elle vraiment? Notre premier invité, c'est Jean Pouly, spécialiste du numérique. Il est conférencier. Il accompagne les collectivités, les entreprises dans la transition numérique. Il nous explique ce qu'est la captologie ou comment tout est fait pour capter notre attention et nous rendre accros à nos applis. Et il parle aussi d'un terme fort, la neuropiraterie. Bien, je m'appelle Jean Pouly, je suis consultant. Je me suis spécialisé sur la transformation digitale durable, c'est-à-dire que j'essaie d'explorer comment les technologies peuvent contribuer au développement durable. Alors, surtout dans deux grands domaines, la transformation numérique du travail et la transformation numérique de la formation. Voilà comment ces deux grands domaines sont en train de se transformer sous l'impact des technologies et comment on peut rendre ça durable. Et c'est un petit peu comme ça que voilà, je me suis penché sur les questions des addictions au numérique, puisque en utilisant beaucoup le numérique, il y a des dérives, et pour moi ça fait partie de ce que j'appelle l'écologie intégrale, de pouvoir intégrer la dimension humaine voilà, dans l'usage des technologies. Alors tu es passionné de stratégie numérique, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu vas t'intéresser un peu plus au côté néfaste? En fait, ça fait 25 ans que je me suis intéressé au numérique. Je faisais partie de ce qu'on appelait, à la fin des années 90, des pionniers de l'Internet français. Et à cette époque, en fait, on était, je dis on, parce qu'on n'était pas très nombreux, on était presque euphorique en fait par rapport à ce que les technologies pouvaient nous apporter. Le partage du savoir, le e-commerce, le travail à distance, enfin, on imaginait déjà tout ce qui est arrivé aujourd'hui et qui est juste génial. Donc je faisais plutôt partie des techno-optimistes. Et en fait, depuis une dizaine d'années, j'ai constaté qu'on commençait à rentrer dans les zones de danger avec les plateformisations, le fait qu'il y ait des géants qui commencent à tout contrôler, à surveiller, évidemment les réseaux sociaux avec des temps de connexion et d'usage qui explosent, avec des phénomènes justement d'addiction qui commencent à se développer. Et du coup, voilà, j'ai commencé à voir les zones de danger arriver, et c'est pour ça que j'ai commencé à m'intéresser au côté néfaste. Alors, en n'oubliant pas tous les côtés bénéfiques des technologies, mais voilà, ça a commencé à venir il y a une dizaine d'années, et maintenant je pense qu'il est temps de s'y pencher pour garder les bénéfices et essayer de mieux contrôler ces technologies qui, moi je le dis souvent, sont plus fortes que nous. Voilà, c'est tellement bien fait que c'est difficile de lutter contre. Dans tes conférences, tu parles de captologie. Est-ce que tu peux nous expliquer ce concept? Oui, alors la captologie, donc c'est un terme qui a été, alors c'est pas vraiment une science, mais c'est un terme qui a été prononcé par un chercheur américain qui s'appelle Brian Fogg, qui dirige un laboratoire à Stanford depuis 1996. Donc c'est pas tout récent, ce terme captologie. Lui, il n'aime pas trop ce terme-là, il parle plutôt de technologie persuasive. Et en fait, c'est un terme qui désigne un petit peu ce que j'appelle le mariage entre les technologies algorithmiques et les sciences comportementales. L'idée, c'est comment on va utiliser les technologies
en s'appuyant sur les sciences du comportement pour pouvoir modifier les comportements, influencer les comportements, évidemment avec une visée positive. Tout ça, c'est pas, il n'y a pas de malice là-dedans, c'est pour changer positivement les comportements qu'il y a ce laboratoire qui s'appelle un laboratoire de design comportemental. Voilà, comment on va designer le comportement pour l'influencer dans tel sens ou dans tel sens, évidemment avec l'idée d'améliorer les comportements. C'est assez proche de ce qu'on connaît aussi sur ce qu'on appelle le nudge, c'est le petit coup de pouce pour changer un comportement. Sauf que là, la spécificité de ce qu'on appelle la technologie ou les technologies persuasives, c'est justement le côté technologique. C'est comment les algorithmes, comment le design technologique va s'appuyer sur les sciences du comportement pour pouvoir changer ces comportements. Tu as utilisé un terme de neuropiraterie. Je crois que c'était sur une de tes interventions à Bruxelles. Ouais, c'est ça. Alors, quelles sont les stratégies utilisées pour nous rendre addicts à nos écrans ou aux applications? Alors, bon, le terme de neuropiraterie, là aussi, c'est peut-être un terme de marketing, c'est effectivement un peu fort, mais ça dit bien ce que ça veut dire. Un pirate, c'est quelqu'un qui est payé pour s'approprier un butin. Voilà. Là, le butin, c'est notre attention, parce que dans l'économie digitale, l'attention est une valeur clé. On parle même d'économie de l'attention. C'est ça qui a de la valeur, parce qu'en fait, c'est notre attention qui permet de collecter des données, et c'est les données qui sont la base du modèle économique de l'économie digitale. Donc, c'est un butin qui a de la valeur. Et ben, pour s'approprier un butin, parfois, il faut avoir des stratégies qui sont presque de la piraterie dans le sens où on n'est pas vraiment consentant, c'est-à-dire on le fait à notre insu. Et ces stratégies, elles sont de plusieurs ordres, elles se basent sur nos comportements. Alors prenons des exemples, on a, nous les êtres humains, une capacité d'attention qui est faite pour nous protéger. C'est-à-dire que l'être humain, depuis qu'il existe, il doit se protéger d'agressions extérieures, ça pouvait être des animaux sauvages, aujourd'hui c'est autre chose. Et donc, notre système d'alerte est extrêmement performant. Et donc, par exemple, les notifications qu'on a sur les téléphones jouent sur ce système d'alerte. Donc, il y a un déclencheur technologique qui va faire une petite pastille rouge et qui va faire, ou un petit bip, et notre attention va être immédiatement captée. Alors qu'évidemment, c'est pas la menace d'une bête sauvage, on est bien d'accord, qui nous alerte. C'est autre chose. Mais néanmoins, je prends cet exemple, il y en a d'autres. Par exemple, ce qu'on appelle le scrolling, le défilement infini, c'est un mécanisme technologique qui fait appel à un besoin d'information qui est essentiel chez l'être humain et qui ne se tarit jamais. C'est-à-dire que la satisfaction ne sera jamais à la hauteur du besoin. Il y aura toujours besoin de savoir plus, même si on se perd totalement dans cette recherche. Et quelque part, la captologie ou les sciences, les technologies persuasives utilisent ces comportements humains qui sont à peu près universels pour capter l'attention parce que c'est la commande de ceux qui veulent faire ça. Alors, ça va être des réseaux sociaux, c'est le plus connu. Et c'est de cette manière que ça fonctionne. J'ai pris l'exemple de l'attention ou du scrolling. Il y en a d'autres qui sont parfois plus subtils, mais qui font partie de ce qu'on peut appeler les technologies persuasives. Tu t'intéresses aussi beaucoup, tu travailles sur la transition numérique au travail et aussi le droit à la déconnexion. Comment tout ça évolue avec aussi le Covid qui est passé en plein milieu? Comment tout ça a évolué ces dernières années? Alors ce droit à la déconnexion, en tout cas en France, c'est rentré dans le Code du travail en 2016. Honnêtement, on ne peut pas dire que c'est quelque chose qui est vraiment effectif dans les entreprises. On nous demande d'avoir au moins une charte, d'informer les salariés sur cette nécessaire déconnexion, les temps de repos cognitifs qui sont quelque part dans le droit du travail. Mais au minimum, on met une charte, on informe les salariés, mais ça ne va pas changer grand-chose dans leur pratique. Et il y a peu d'entreprises qui aujourd'hui prennent vraiment le taureau par les cornes pour vraiment s'occuper de cette hyperconnexion, parce que souvent ils considèrent aussi qu'il y a une partie privée, que c'est pas forcément l'hyperconnexion du travail qui pose problème.
La crise sanitaire et le télétravail a accentué la porosité entre la vie privée et la vie professionnelle. Je suis chez moi au travail et le travail est chez moi, donc quelque part c'est donnant-donnant. Et donc ce manque de barrières physiques, puisque le numérique fait éclater les barrières spatio-temporelles, va faciliter l'hyperconnexion, les temps d'écran qui vont exploser. Aujourd'hui, on a des temps d'écran qui font qu'on a quasiment un tiers du temps éveillé devant un écran. On a des temps de déconnexion qui sont de plus en plus rares. Et du coup, c'est là qu'on va rentrer dans des zones de danger. Pas simplement parce qu'il y a des technologies persuasives, mais parce que tout simplement, on cumule des temps d'écran, de travail personnel, parce que notre smartphone est devenu une extension de nous-mêmes. Moi, j'aime bien dire qu'il y a des super pouvoirs, on peut faire tout avec un smartphone, on a toute notre vie. D'ailleurs, c'est pour ça que quand on le perd, on est un peu paniqué, qu'il y a ce nouveau terme de no mobile phobie, une nouvelle phobie, parce qu'effectivement, et c'est normal, on a l'impression de perdre une grande partie de ce qu'est notre vie quotidienne. Alors, je reviens à la question qui nous intéresse. Est-ce que d'après toi, on peut être vraiment addict aux écrans ? Alors aux écrans, sûrement pas, parce que l'écran n'est pas une substance, on ne peut pas la gérer. Et donc il y a une grande différence avec des addictions, notamment à des produits, comme l'alcool ou d'autres drogues, et des écrans qui sont un média, donc on ne peut évidemment pas être dépendant aux écrans. En revanche, c'est des addictions qu'on appelle comportementales, c'est-à-dire qu'en fait, les écrans hébergent des médias qui eux-mêmes hébergent des contenus, donc on peut avoir une addiction à la pornographie, et donc pas aux écrans, mais comme cette pornographie se diffuse sur les écrans, on fait le lien entre les deux. C'est important de spécifier cette nuance. En revanche, moi ce qui m'intéresse, c'est de regarder que finalement dans les conséquences, ça ressemble furieusement à plein d'autres addictions, dans la fréquence, dans le fait, dans la compulsion, etc. D'ailleurs, de nombreux psychologues, psychiatres reçoivent maintenant des patients qui ont ces problèmes. Alors, ils disent avec les écrans, en fait, avec les contenus et les usages qu'ils font dans ces écrans, mais on a quand même des phénomènes addictifs. Alors, au niveau des organisations internationales, c'est pas encore reconnu comme une addiction. Il y a simplement les jeux vidéo et les jeux d'argent. Mais en fait, d'abord, ça peut évoluer. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'observer ce que ça produit, de tirer le fil, peut-être des terrains qu'il y a derrière, et de voir comment on peut réguler ça, parce qu'on peut tout à fait le faire, même si l'omniprésence dont je parlais tout à l'heure des écrans rend difficile de faire la part des choses. Parce que moi, je suis pas spécialiste en addiction, mais quand on est addict à un produit, c'est très difficile de s'en passer, mais c'est pas indispensable pour vivre. Alors que là, si vous voulez, ce qui est particulier, c'est que il va y avoir effectivement dans ces écrans des choses négatives, mais on peut pas sauter du train et mettre le téléphone à la poubelle, parce qu'en fait, il va nous servir à plein d'autres choses positives. Alors que la bouteille d'alcool, même si un usage modéré ne pose pas de problème, elle n'est pas indispensable pour passer nos journées. Alors que le smartphone, oui. Vous voyez, donc c'est quand même un peu insidieux, parce que c'est des outils qui ont plein de super pouvoirs qui nous aident à vivre, et en même temps, ils sont des vecteurs de comportements qui peuvent être addictifs, et surtout avec des populations extrêmement larges, puisque 95% des gens ont un smartphone et l'utilisent de plus en plus. Donc on a un terrain quelque part potentiel d'addiction énorme, même si on ne peut pas dire qu'on soit addict aux écrans. En tout cas, le terme est impropre.